Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome. » La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay.
Je me nomme Éric Fiorile, je suis l'auteur de la démosophie et je vais parler aujourd'hui du Club Bilderberg. Ce club est la réunion, la plus importante du monde occidental. Elle a lieu une fois par an et jusqu'à il y a peu de temps, elle était pratiquement inconnue du grand public. Or, je me rends compte aujourd'hui encore que énormément de gens ne savent presque rien de cette réunion, qui pourtant est la plus importante qui existe, puisqu'elle décide dans tous les domaines. Elle décide de notre société, des guerres, de notre vie, des médicaments, de la santé, absolument de tout. Et plein de gens, encore, ignorent absolument tout de cette réunion du Club Bilderberg. Alors, d'abord, le Club Bilderberg, c'est une organisation qui a été créée en 1954 à l'instigation des dirigeants de la Réserve fédérale. Donc, au départ, il faut déjà savoir que la Réserve fédérale a été créée par le président Wilson. Ce président a été choisi et mis en place par un groupe de banquiers, essentiellement 4 d'entre eux, Rockefeller, Rothschild, Morgan et Warburg, qui ont financé sa campagne et payé les pots de vin qu'il fallait, etc., comme ça se fait toujours, pour le mettre en place et en échange qu'ils mettent en route ce système de ce qu'on appelle la Réserve fédérale, qui leur donnait donc le pouvoir sur toute l'économie américaine. Peu de temps après, donc, ces mêmes gens décident de prendre tout le monde européen, c'est-à-dire tout le monde occidental, puisque y compris là-dedans le Canada, l'Australie, de l'inclure dans leur giron. Et pour cela, donc, créent le Club Bilderberg en 1954, en mettant à sa tête un agent de la CIA, qui est financé comme Hitler l'était par les fondations Rockefeller et Ford, et cet homme s'appelait Joseph Rettinger, ou Rettinger, je ne sais pas comment on prononce. Ensuite, un autre personnage clé dirige ce club avec Joseph Rettinger, qui est Bernard de Lippe, qui est donc le prince des Pays-Bas, dont la fille Béatrice de Hollande, la reine Béatrice, devient ensuite une des animatrices principales du club. Et puis, encore un autre personnage qui est mis en place dès le départ, qui lui représente directement les principaux intéressés de la Réserve fédérale, qui est Kissinger. Dans l'histoire de l'humanité, après Hitler, je crois que Kissinger est un record en matière de crimes contre l'humanité qu'il a pu déclencher. Donc voilà les personnages qui lancent le Club Bilderberg, des gens donc extrêmement intéressés économiquement, extrêmement pro-nazis, et leur premier souhait, c'est faire entrer l'Europe dans leur giron sur le plan économique et sur le plan également militaire. Donc voilà un petit peu les bases sur lesquelles démarre le Club Bilderberg, avec donc ce fameux agent de la CIA, donc représentant les Américains et les services spéciaux, pour l'orienter dès le départ dans le sens souhaité. Ensuite, année après année, ce club a décidé les créations de pratiquement tous les organismes qui vont être comme des filiales, des succursales, on appelle ça comme on veut, qui vont permettre que les directives qui sont données lors de ce club aux principaux responsables dans chaque pays soient ensuite répercutées à travers d'autres clubs. Donc il y a une multitude de clubs. En France, les gens connaissent le Siècle. Dans chaque pays, il y a des organismes similaires. Les gens qui composent ce groupe au départ sont toutes les plus grosses fortunes de la planète. C'est-à-dire, bien sûr, la couronne d'Angleterre, la reine, la famille royale des Pays-Bas, à peu près toutes les familles royales du monde occidental, et les plus grosses fortunes qui existent sur la planète sont liées dans ce club et invitées dans ce club et représentent le deuxième groupe.
il y a un premier groupe qui sont les instigateurs, un deuxième groupe qui sont ceux qui ont intérêt à ce que les plans fonctionnent parce que ils ont une richesse immense et veulent accroître encore et cette richesse et le pouvoir. Et puis ensuite, il y a un troisième groupe qui est composé de ce qu'on appelle les invités. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils se sont réunis dans un premier temps entre eux pour décider des grandes stratégies appliquées dans le monde, ils invitent ceux qui vont servir à l'application de ces stratégies. Donc, ils invitent les principaux présidents ou ceux qu'ils prévoient de mettre en place comme présidents dans les pays, etc. Donc, en l'occurrence, par exemple, en France, on va parler de l'aspect français surtout, en France, par exemple, Pompidou faisait partie du club Bilderberg. Et donc, c'est lors des réunions du club Bilderberg qu'on lui a donné l'ordre de mettre en place cette fameuse loi de finances de 1973 qui faisait passer donc la création monétaire française sous le contrôle des banques centrales, etc. C'est eux qui ont décidé du traité de Maastricht, puis du traité de Lisbonne. Donc, tout ça, tous les présidents, tous ceux qui ont une importance dans l'histoire du monde vont être invités. Ces invités, à leurs yeux, ce sont les gens bien sûr, ils ne le montrent pas, ils les traitent bien, mais ce sont les gens qu'ils méprisent le plus, puisque ce sont les corruptibles, ce sont les gens qu'on peut corrompre, ce sont les gens qu'on peut amener à nos stratégies en leur offrant la réalisation de leurs souhaits, c'est-à-dire la réalisation de leurs ambitions, etc. Wilson rêvait d'être président des États-Unis et ils ont joué sur cette ambition en le finançant, en lui promettant de le nommer président des États-Unis, et en échange, il a vendu les États-Unis à ses banquiers. Et dans chaque pays, il se passe la même chose, à savoir que pour aider un homme à réaliser ses ambitions, celui-ci, en échange, va donner. Donc, ils ont le plus grand mépris pour ces politiciens qui ne sont là que pour servir leur plan. Alors, dans les réunions, on trouve toujours les mêmes pôles d'attraction. Donc, on trouve bien sûr les banques. Les plus importantes banques mondiales sont invitées. Et là, dans cette dernière réunion qui a eu lieu il y a quelques jours en Angleterre, étaient donc invitées les plus importantes banques du monde. Donc, pour la France, la Banque Lazare, pour la Suisse, la Banque nationale de Suisse, Goldman Sachs, qui est un des propriétaires de la Réserve fédérale et qui en même temps est une entreprise absolument gigantesque, qui possède même maintenant de plus en plus qui est lié maintenant avec les entreprises, les armées privées, qui est lié aussi avec toutes les chaînes de télévision pour contrôler un petit peu tous les programmes de tout le monde. Et puis on trouve aussi forcément la Deutsche Bank, la Barclays, etc. Et la fameuse HSBC, qui est aujourd'hui un petit peu dans le collimateur des journalistes, puisque cette banque, sa filiale en Suisse s'est fait pénétrer et il y a une affaire dont je vais reparler un petit peu tout à l'heure. Alors, ça, c'est pour les finances. Leur rôle durant cette réunion, c'est de savoir comment continuer le plan qui a été mis en place, qu'on appelle, nous, la crise économique, mais qu'eux appellent le plan, puisque, en fait, l'idée au départ, c'était obliger tous les pays à une création monétaire sur laquelle ils payent des intérêts, ce qui est une absurdité absolue, mais bon, les présidents des pays ont signé le traité et les peuples n'ont pas le choix. Donc, tous les pays s'endettent petit à petit, au fur et à mesure qu'il y a de la création monétaire, ils sont obligés de s'endetter, forcément. Et puis, cet endettement, ils le doivent à ces banquiers de la Réserve fédérale. Quand l'endettement devient trop fort, après, ces mêmes banquiers offrent ce qu'on appelle des plans de sauvetage, ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé à Chypre, en Irlande, etc. Ensuite, donc, ils reprêtent de l'argent, mais en très grosse quantité, de façon à ce qu'une partie serve à payer la dette. Une autre partie, comme l'argent est manipulé par les politiciens du pays, ils font un accord avec ces politiciens du pays pour que ceux-ci, avec l'argent, passent immédiatement des commandes très importantes. Donc, par exemple, on a vu en Grèce, ils ont touché l'argent du sauvetage, soi-disant. Une partie de l'argent a servi à payer l'ancienne dette, qui déjà n'existait pas, puisque c'est des intérêts virtuels.
Et puis l'autre partie de l'argent a servi à acheter des armes, des tanks, etc. aux Américains, qui les vendent à ce moment-là, bien sûr, 2 ou 3 fois plus cher. Et donc, en fait, ils donnent l'argent qu'ils reprennent aussitôt. Et en attendant, le pays s'appauvrit de plus en plus, et puis la crise, avec l'argent qui reste, ils survivent 1 an ou 2, et puis ensuite, c'est encore pire. Et là, on en arrive à la 3e étape, donc, qui est celle qui consiste à dire, on va faire un nouveau sauvetage, on reprête de l'argent, mais ils ne prêtent pas leur argent, puisque c'est de l'argent qu'ils inventent au fur et à mesure, c'est le droit qu'ils ont obtenu par la Réserve fédérale et qu'ils ont mis en place ensuite à travers la Banque mondiale et les banques centrales. Et là, donc, ils vont prêter de l'argent avec des conditions qui consistent à ce qu'ils appellent privatiser. C'est-à-dire qu'en clair, ils rachètent à bas prix les plus gros biens du pays et surtout tout ce qui va leur permettre de continuer de développer leur pouvoir. Essentiellement les chaînes de télévision, ce qui est armée, ce qui est usine d'armement, tout ce qui est également éducation nationale, tout ce qui va leur permettre de contrôler la population. Et les politiciens pudiquement appellent ça privatiser, alors que c'est juste vendre au rabais les biens du pays. Et donc, ils sont en train de prendre déjà complètement Chypre, la Grèce, l'Irlande, la Slovaquie, etc. Et en ce moment, maintenant, ceux qui approchent du gouffre complet, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Italie et encore d'autres pays. Et puis, ce plan, ce qu'ils veulent, c'est bien sûr le faire durer le plus longtemps possible. Donc la crise économique ne va pas, bien sûr, pas s'arrêter, au contraire, elle va s'accentuer, parce que dans le même temps, ils augmentent tous les prix de toutes les grosses sociétés qui sont les leurs. Ce qui fait que tout ce qui est énergie, pétrole, gaz, électricité, les communications, etc., tout ça augmente ses prix. Tout ce qui est alimentation et eau, ils sont en train de l'acheter, c'est-à-dire qu'ils deviennent propriétaires des eaux de toute la planète. Ça provoque des problèmes très graves. Il suffit de voir ce qui se passe en Philippines actuellement avec l'eau qu'ils ont rachetée complètement et qui est maintenant complètement privée. Les Philippins en souffrent énormément, payent très cher l'eau de la pire qualité qui soit maintenant dans le monde, sûrement. Et puis, c'est ce qui est en train de se passer dans la plupart des pays d'Europe où ils rachètent petit à petit. Donc, tout ça, c'est la crise, ce que nous, on appelle la crise, et qui mène à ce qu'à la fin, ils acquièrent tous les biens de tous les pays, peu à peu, et contrôlent ainsi donc complètement les pays. Ça, c'est l'aspect économique. Après, il y a aussi une source de rentabilité énorme, et celle-là, ils ne la négligent pas, ce sont les guerres. Les guerres rapportent énormément, surtout quand elles durent. Et puis, l'intérêt, c'est de les faire durer donc le plus longtemps possible. Et puis, comme dirais-je, il faut aussi complètement neutraliser ce qui s'oppose à leur développement. Or, pour l'instant, ce qui s'y oppose dans le Moyen-Orient et ce qui les empêche d'exploiter complètement le pétrole à leur profit exclusif, c'est l'Iran, la Syrie, etc. Donc, le jeu était d'isoler complètement l'Iran. Et pour cela, il fallait déjà détruire la Libye. Ensuite, les autres pays les ont pratiquement tous, sauf la Syrie. Donc la Syrie, ils sont en train de s'en occuper. Et là, ils se servent essentiellement de la France, donc avec Hollande et Fabius qui appuient les rebelles islamistes contre le gouvernement syrien. Et l'autre guerre qui est prévue immédiatement après, c'est l'Algérie et l'Iran. L'Algérie qui détient énormément de gaz, donc on voudrait bien s'approprier. Et puis l'Iran, qui est le pays le plus gênant en ce moment pour ce groupe occidental. Quand je dis occidental, c'est bien précis parce que, en fait, dans ces réunions du Club Bilderberg, jamais ne sont invités, ni ne participent d'aucune manière, ni les Asiatiques, ni les Africains. Pour eux, ce sont des sous-peuples. Pour eux, il n'y a qu'une seule race, c'est la bonne race occidentale qui va dominer le monde. Donc, en dehors des banques et des guerres, il y a un autre thème qui est important pour eux, c'est une de leurs plus grosses sources économiques, c'est la biotechnologie. Alors, sous ce terme, on retrouve à la fois les entreprises qui fabriquent les transgéniques, tous les produits modifiés génétiquement, et on retrouve aussi ceux qui en profitent directement, puisque en fait, c'est à deux faces.
L'autre face, ce sont les vendeurs de médicaments. Parce que il est bien évident que tous ces produits transgéniques, toutes les études l'ont démontré, provoquent au niveau de la population qu'ils consomment des dommages sur le système immunitaire, qui fait que cette population est diminuée déjà en elle-même par la consommation, est diminuée au niveau de ses défenses, et ce qui fait qu'elle attrape toutes sortes de maladies beaucoup plus facilement, etc. Mais surtout, ensuite, génétiquement, le fait de consommer ces aliments va provoquer beaucoup plus de problèmes aux naissances. C'est-à-dire donc leurs enfants vont être en beaucoup plus gros pourcentage atteints des maladies les plus graves ou de maladies chroniques. Donc c'est une très 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 haute rentabilité que la santé pour eux. Et la troisième génération, on le sait maintenant avec certitude, puisque plusieurs études l'ont confirmé, à la troisième génération, le nombre de naissances anormales, de morts-nés, etc., va être absolument énorme. Mais ça, comme les études prouvent que ça arrivera seulement dans 2 générations, ce qui fait que pour l'instant, beaucoup de gens préfèrent ne pas s'en occuper, s'occuper juste d'arriver à la fin du mois et pas trop s'occuper de l'avenir de leurs propres enfants. C'est tellement plus facile. Alors, les entreprises de biotechnologie donc, se retrouvent systématiquement maintenant dans ces réunions du club pour mettre les accords entre eux. Donc là, dans cette réunion, se trouvent les grands patrons de Monsanto, bien sûr, les représentants de la famille Bush, puisque c'est lié à la famille Bush. On retrouve aussi forcément les grands pharma, Novartis, enfin les grands laboratoires du monde. Ensuite, ça, ce sont les gens automatiquement présents qui se réunissent pour s'organiser, pour préparer les stratégies futures, etc. Après, il y a les gens qui sont invités. Alors, parmi les invités, bon, il y en a un petit peu de tous les pays, je vais parler surtout de la France. En ce qui concerne la France, donc, on invite ceux qu'on va mettre en place. Donc, on leur offre toujours la même chose, comme avec le président Wilson, c'est toujours la même chose. On réalise vos ambitions, c'est-à-dire qu'on vous fait parvenir au pouvoir, ou on vous donne les pouvoirs que vous souhaitez. Et puis, bien sûr, vous allez suivre nos indications et appliquer notre stratégie. Donc là, en l'occurrence, ils ont choisi François Fillon et Valérie Pécresse, qui sont pour eux des politiciens parfaits, qui vont donc jouer un rôle majeur prochainement dans les années qui viennent en France. Bien sûr, on trouve aussi les hauts responsables des instances financières, donc les responsables au niveau de l'OMS, de l'OMC, du FMI, donc Christine Lagarde, et tous ces gens-là donc participent de la même activité. Alors tout ça est possible à condition que des gens comme moi viennent pas dans une vidéo parler de tout cela et dire un petit peu les choses telles qu'elles sont et en fait, logiquement, ils auraient voulu garder complètement secrètes ces réunions du Club Bilderberg. Donc, elles ont commencé en 1954 et elles ont réussi à rester absolument secrètes jusqu'en l'an 2000, c'est-à-dire près de 50 ans. Déjà, dans les années 80-90, un journaliste américain, Jim Tucker, avait commencé à déceler qu'il existait ces réunions, à réussir à les pénétrer et même à obtenir un contact avec l'un des membres qui n'était pas favorable aux idées qui se développent durant ces réunions, qui étaient plutôt opposées. Et donc, par là, il a réussi à obtenir énormément d'informations. Ensuite, un espion russe, un ex-espion russe qui est devenu journaliste, s'est lié d'amitié avec lui, a participé aux enquêtes et a fini par sortir un livre dévoilant absolument tout sur le Club Bilderberg et son fonctionnement. Il s'appelle Daniel Estulin et son livre s'appelle simplement le Club ou le groupe Bilderberg. Et ça, c'est dans les années 2004-2005. Donc, c'est dire que des gens comme moi, lorsque dans les années 2000, je parle du Club Bilderberg, tout le monde me prend pour un fou. Et personne ne veut croire qu'il existe ces réunions de toutes les plus grandes fortunes du monde qui essayent qui s'associent pour manipuler notre monde. Et donc on s'oppose aux médias officiels.
Alors eux, de leur côté, bien sûr, renforcent leur pouvoir sur les médias officiels. Donc ils contrôlent déjà à peu près toutes les chaînes de télé, etc., tous les journaux et autres, et contrôlent notre monde et contrôlent l'opinion publique à travers tous ces médias. Donc eux aussi sont régulièrement invités. Donc on trouve bien sûr les représentants des plus gros médias américains, Washington Post et autres. Anglais aussi, puisque ce sont quand même les deux pays majeurs qui gèrent tout cela, et puis aussi les plus grands groupes du monde. Donc là, on trouve par exemple le groupe Prisa, qui est un groupe espagnol, qui en fait est un groupe espagnol, mais lié à la famille Polanco, ce sont des multimilliardaires, mais qui est curieusement d'ailleurs, eux, ils sont devenus multimilliardaires grâce à Franco. Donc on retrouve encore cet esprit pro-nazi, mais qui est lié avec le groupe Phoenix, qui est un groupe de la City de Londres. Donc encore une fois, les hautes finances anglaises. Et ce groupe Prisa, par exemple, beaucoup de Français ne le savent pas, mais Le Monde est un journal du groupe Prisa. Le Midi Libre. Alors les gens du sud de la France qui lisent le Midi Libre en se disant ça c'est un journal des marionnettes, non, ça appartient au groupe Prisa. Et d'autres encore. Les chaînes de télé, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce que vous regardez comme programme dans vos télévisions, la télé débile, c'est-à-dire les shows réalité, les programmes pour enfants de plus en plus débiles, etc., tout ça est produit par un groupe qui s'appelle Endemol, et ce groupe appartient à la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire à Goldman Sachs. Tout ça, c'est tout le contrôle des chaînes de télévision, des journaux, de tous les médias, c'est-à-dire le contrôle de l'opinion publique. Ce qui fait que les gens pensent d'une certaine façon, ce qui fait aussi que les gens vont aller voter pour ceux qu'eux ont décidé, ce qui fait que par ces médias, ils peuvent amener n'importe qui. Par exemple, on prend un Sarkozy qui débarque des États-Unis, qui est presque inconnu, bon, bien monté par les médias et avec les finances qu'il faut, on en fait en très peu de temps un ministre. Et on peut faire la même chose avec n'importe qui quand on a ces moyens-là. Donc, ils amènent au pouvoir qui ils veulent. Et concernant un petit peu toutes ces affaires et tout ce qui se passe, les médias servent aussi à taire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette réunion du Club Bilderberg, qui est la plus importante au monde, n'est pas passée en première page de tous vos journaux. Ça n'a pas été l'information majeure de vos télévisions. On vous dit rien là-dessus. Le fait que peu à peu des chaînes de télévision nationales et autres disparaissent pour être achetées par les chaînes privées, qui sont les sociétés, ces mêmes sociétés et ces mêmes dirigeants, ça on vous en dit rien. Par exemple, la chaîne de télé nationale de Grèce, ça y est, maintenant est passée dans leurs mains, elle a disparu, c'est-à-dire qu'elle va être remplacée par les chaînes privées. Les chaînes nationales, donc, disparaissent. Donc tout ça, on ne vous en dit rien au niveau de vos télés, de vos informations. Les affaires énormes qui sont en cours sont presque passés sous silence. On en trouve des petits entrefilets dans les dernières pages parce qu'il y a encore quelques journalistes qui essayent de dire un petit peu les choses, et puis des fois parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le cas, par exemple, de cette fameuse affaire de Hervé Falciani, qui a été divulguée il y a peu de temps à la télévision. Mais en fait, c'est une affaire qui remonte à il y a déjà quand même plus de 4 ans. Et en 2 mots, un informaticien français travaillant en Suisse pour cette société, pour cette banque HSBC, découvre les multitudes de comptes de tous les politiciens d'Europe et puis les sommes faramineuses qu'ils perçoivent justement par ces banques, par les laboratoires pharmaceutiques pour les vaccins, etc. Donc, découvrant tout ça, il en fait une copie complète et il ramasse toutes les informations. Et puis ensuite, il va voir naïvement, il débarque au gouvernement français, au fisc français pour dénoncer tout ça. Et bien sûr, là, il se retrouve non pas en situation où les gens vont dire « Ah, c'est chic, vous avez trouvé… » Non, il se retrouve en face des corrompus qui ont intérêt à ce que ça se taise et tout, donc il va se cacher. Et puis, il se rend compte rapidement qu'en fait, sa vie est menacée, parce que des banques à ce niveau-là… Et des politiciens à ce niveau-là, ils ont tous les sicaires qu'il faut pour mettre sa tête à prix.
et s'en débarrasser assez vite, donc il va se cacher. Et la meilleure cache qu'il puisse trouver, c'est de tout dire à un gouvernement qui soit, à ses yeux, par rapport aux listes qu'il a, ceux où il y a le moins grand nombre de corrompus, en disant que peut-être là, il y a des gens qu'ils protégeront plutôt que de le remettre aux autorités françaises ou ailleurs, où là, il sait que sa vie serait en danger. Donc, il part se cacher en Espagne, il trouve la meilleure cachette qui soit, c'est-à-dire qu'il se fait emprisonner sur le conseil de journalistes espagnols. Et de cette façon, il se trouve maintenant aux yeux du monde, c'est-à-dire qu'il est déclaré officiellement, ce qui est des journalistes, il y a encore quelques procureurs en justice qui sont honnêtes et qui veulent réellement savoir la vérité et qui sont prêts à démarrer des enquêtes judiciaires. En France, non, mais dans certains pays, il y en a encore. Et donc, quand il affiche la liste de tous les corrompus de Grèce, d'Italie, d'Allemagne, de France, des États-Unis, etc., qui ont des comptes donc sur cette banque en Suisse, automatiquement, il devient un personnage connu. Et à partir de là, ça le protège. Il est protégé par les autorités espagnoles qui ne peuvent pas l'assassiner dans sa cellule. Il est protégé d'une certaine façon, même s'il y a de fortes chances que malheureusement pour lui, il ne dure pas très longtemps. En tous les cas, pour l'instant, il est protégé. Et il donne au fur et à mesure toutes les informations. Et c'est cette fameuse affaire Falciani dont on parle maintenant dans pas mal de pays. En France, très peu, encore une fois. Et puis, les médias servent aussi à taire des affaires comme celle de Sarkozy, l'UMP, avec la famille Tabarot, le député maire, là, qui on parle. Ça donne quand même un petit peu une idée aussi des sommes dont on parle, parce que ces gens-là, par exemple, ont monté une escroquerie en Espagne, et ça rapportait quand même 75 millions d'euros. Donc, c'est quand même pas des petites sommes qui financent les partis, qui financent nos politiciens. Et on ne parle là que d'un petit cas, c'est-à-dire juste la famille Tabarot. Prenez un petit peu tous les politiciens et tout ce qu'ils ont chacun de leur côté, etc., et tous les montages auxquels ils participent, il y a vraiment des fortunes absolument immenses. Et fatalement qui arrivent sur les comptes en Suisse, mais surtout sur d'autres paradis fiscaux encore bien plus protégés que la Suisse. Donc voilà un petit peu comment fonctionne notre monde. Voilà pourquoi, durant ces réunions au Club Bilderberg, il y a non seulement les grandes stratégies qui sont définies, tant sur la santé, par exemple le cas du Codex Alimentarius, qui interdit maintenant les médicaments naturels, etc. Donc à tous les niveaux, on contrôle les finances, on contrôle la guerre, on contrôle la crise économique, et les médias servent un petit peu à cacher tout ce qui se passe de leur côté et faire penser ce qu'on a envie de faire penser à l'opinion publique. Donc, et c'est logique, apparaissent aussi à cette réunion Bilderberg 2013 les responsables des 2 organismes spéciaux de répression des manifestations et autres, qui sont l'Eurocorps, basé à Strasbourg en France, et l'Eurogenfor, basé en Italie. Ces corps sont particuliers parce qu'ils sont à cheval entre policiers et militaires, spécialement formés à la guérilla urbaine, et sont conçus de telle manière que ce sont un petit peu des mercenaires de tous les pays d'Europe qui sont employés dans ces corps, et on envoie dans un pays exclusivement les gens qui ne parlent pas la langue, de façon à ce qu'ils puissent effectuer leur travail de répression sans pouvoir communiquer avec les populations, avec les manifestants, pour éviter toute relation, toute collusion ou n'importe quel aspect sentimental qui pourrait intervenir. Donc là, ce sont des corps spéciaux pour ça et formés spécialement à la guérilla. Beaucoup de questions suite à cette réunion Bilderberg, par exemple, et puis surtout à tout ce qui se passe actuellement dans tous les gouvernements européens. Et on trouve sur Internet actuellement ces questions qui n'arrêtent pas de sortir sur tous les forums, etc. Pourquoi y a-t-il autant de pédophiles, d'escrocs, de crapules dans les gouvernements ? Et pourquoi ces crapules sont totalement protégés par la justice de leur pays. Alors,
Je crois qu'en fait, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans le détail et répondre à tout ça, mais je crois qu'en fait, il suffit simplement de se renverser la question. Parce que si on se renverse la question, à ce moment-là, on a une nouvelle forme de pensée. Et on envisage les choses sous un angle complètement différent. Alors, en renversant la question, ça donne, si ces gens n'étaient pas ce qu'ils sont, n'étaient pas ces crapules, est-ce qu'ils seraient au gouvernement? Et si on part de cette question-là, alors on trouve des réponses tout à fait étranges et complètement différentes de ce qu'on croyait. En ce qui concerne le contrôle des médias et ce qui nous oriente à penser, on est tellement influencé que des choses énormes nous passent sous les yeux sans qu'on s'en rende compte. Donc quand Sarkozy a fait voter la loi qui permet maintenant aux forces de l'ordre, ce qu'ils appellent, de tirer à balles réelles sur des manifestants, c'est une loi qui est passée presque inaperçue. Et pourtant, elle est bien là, bien clairement. Et elle répond à l'article 2 du traité de Lisbonne, que la plupart des gens ont complètement ignoré, qui est passé complètement sous silence. Alors là, on joue sur les mots. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont préparé ce traité de Lisbonne, ils se sont dit ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que les gens se révoltent contre ça. S'ils ont conscience de ce qu'on est en train de faire, forcément, ça risque de faire des manifestations, etc. Donc, clairement, quand ils parlent entre eux, ils vont se dire, bon, bah, il faut qu'on se donne le droit de les tuer. Si on en tue quelques-uns, ça fera peur aux autres et les manifestations, ça se calme tout de suite, etc. Alors, bien sûr, dans un texte et dans un traité officiel, on ne va pas écrire, on a le droit de les tuer. Donc, ce qu'on fait, pour ne pas être embêté par les citoyens, avoir ce droit et que ça passe bien au niveau des mots, on va l'écrire sous une autre forme. Alors, je vous lis le texte. Ça, c'est l'article 2 du traité de Lisbonne, paraphe 2, donc de la Cour européenne des droits de l'homme. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu nécessaire, soit pour assurer la défense d'une personne contre une violence illégale, soit pour effectuer une arrestation ou pour empêcher l'évasion d'une personne détenue. Et aussi pour réprimer conformément à la loi une émeute ou une insurrection. Alors, avec des termes comme cela, ça y est, on a tous les droits, sauf que c'est bien tourné, c'est joli. Chaque fois, on pourra toujours dire qu'il s'agit d'une personne détenue qui essayait de se sauver. On pourra toujours dire qu'il menaçait un flic en étant prêt de lui lancer une pierre, donc on l'a tué parce que c'était pour protéger le collègue contre une violence illégale. Enfin, je veux dire, avec ces termes-là, on peut tout faire. Et en ce qui concerne maintenant les manifestants, là, on ne dit pas pour réprimer les manifestants, on les appelle des émeutiers. Donc, pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Donc, des insurgés ou des émeutiers, on a le droit de les tuer. Les manifestants, on ne peut pas. Alors, comment on fait pour transformer des manifestants en émeutiers? Bah, la France est assez spécialisée là-dedans, on connaît le truc. Chaque fois qu'il y a une manifestation, on envoie des groupes de flics en civil qui commencent à casser les vitrines, à casser les bagnoles, etc., etc. Et là, ça s'appelle émeute. Et donc, tous ceux qui sont là sont des émeutiers. Et là, on a le droit de leur tirer dessus. Donc, voilà un petit peu tous ces mensonges, comment les médias nous cachent les points essentiels de certains traités, de certaines choses, et puis comment, avec seulement les mots et en jouant sur la rédaction des articles, on nous fait passer des lois absolument monstrueuses sans qu'on s'en rende compte, et ça passe tout seul. Et donc, sur ces mots, on nous triche en permanence. Les chiffres du chômage, là, bien évidemment, tout le monde se dit, mais il y a un chômage énorme, est-ce que ça va? Non, bien sûr, il va augmenter. Par exemple, Michelin, qui est une entreprise qui, quelque part, représentait un peu la fierté nationale, avec un ancien patron qui était assez paternaliste, assez français, etc. Et puis, aujourd'hui, Michelin est complètement rentré dans le club Bilderberg et fait partie maintenant de cette mondialisation et de ce groupe, et donc va licencier beaucoup en France. Et officiellement, alors le gouvernement va annoncer qu'au contraire, c'est pour investir plus et que dans le futur, et c'est complètement mensonger, bien sûr. Maintenant, Michelin fabrique ailleurs, là où il peut fabriquer beaucoup moins cher, etc. Donc, les mensonges sont permanents, les médias nous conditionnent par ces mensonges,
Et pour revenir au chômage, c'est la même chose. Si on veut, et ça fera l'objet d'une vidéo spéciale pour ça, on va parler de l'économie, du travail et du chômage, mais si on veut bien, dès le départ, essayer de se renverser la question et de se la poser autrement, pourquoi est-ce qu'on est inquiet pour le chômage? Pourquoi on se pose des questions sur le chômage? Parce que nous partons d'un postulat qui est auquel nous avons été conditionnés. Ce postulat, c'est le travail est indispensable à vivre. Voilà, on a pris ce postulat. Le travail, si vous n'avez pas de travail, vous ne mangez pas. Ce sont des postulats énormes qui nous ont complètement conditionnés. Maintenant, est-ce que ces postulats sont vrais? Ça, on n'ose pas. Personne n'y pense. Personne n'essaye de se remettre en question. Est-ce que le postulat est vrai? Or, quand on regarde l'histoire de l'humanité, quand on regarde l'équilibre entre les richesses, la gestion de ces richesses et les peuples, de plus en plus d'économistes, depuis le début de l'ère industrielle, ont fait des calculs approfondis et on se sont rendu compte qu'en fait, il y avait un décalage complètement faux. Avant, les hommes travaillaient, les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent, il y a beaucoup plus de chômage. Mais et il faut les deux pour arriver maintenant à vivre correctement. Or, tout ça est, encore une fois, complètement mensonger. Je vais m'en expliquer en détail dans une vidéo spéciale que pour ça. Mais en réalité, il n'y a pas de chômage. C'est un mensonge énorme. Voilà. J'espère avoir un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le Club Bilderberg, défini un petit peu ce qu'il était. Je vous propose surtout d'aller sur Internet, de regarder Club Bilderberg. Et puis souvent, c'est le truc pour savoir des choses sur Internet. Premièrement, si vous avez d'autres langues, regardez d'autres sites que les sites français. Ça, c'est le plus important. Parce qu'en France, il y a énormément de censure sur Internet. Il y a peu de pages qui apparaissent, parce que le français, éventuellement, peut capter quelques pages du Canada ou de la Belgique, mais c'est très limité. Et très peu de sites sont réellement libres en France et donnent des vraies informations. Donc l'idéal, c'est déjà de chercher dans les langues plus importantes, comme l'espagnol, l'anglais, le russe, pour ceux qui le parlent. Ensuite, l'autre aspect, c'est toujours ajouter à votre recherche 3 mots qui permettent d'ouvrir les pages qui ne sortent pas. Parce que sur Internet, il y a énormément de désinformation. Donc, vous écrivez votre texte et vous ajoutez un de ces 3 mots. Et puis, des fois, vous essayez ensuite avec un autre. Et là, vous accédez à des sites et à des pages différentes de celles qu'on essaye de vous faire voir. Et là, ça vous permettra de savoir un petit peu les réalités du monde. Et je crois qu'en commençant par Club Bilderberg, ça vous débouche sur énormément d'informations supplémentaires et vous pourrez voir ce qu'il en est réellement et vérifier par chaque membre qui est invité, etc., savoir où ça va et vous verrez des blogs, et vous verrez un petit peu confirmation de tout ce que je viens de dire.